Bonjour, le prochain atelier va commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Myriam Mascarello, je suis journaliste économique à France 24. Et ce matin, donc, nous animons ce deuxième atelier qui a pour thème « Quelles dépenses publiques pour quel modèle social ?» Alors, à mes côtés, il y a 5 intervenants, grosse promotion pour ce deuxième atelier. Stéphane Boujna, qui est donc président de En Temps Réel. Ensuite, Alain Obadia, président de la Fondation Gabriel Péri. Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Gérard Ducilol, président du pôle finance publique de l'Institut Thomas More, et qui me disait « J'ai écrit un livre qui s'appelle « La crise, enfin », donc il nous en dira plus. Et Jean-Philippe Thiellet, cofondateur et vice-président de Terra Nova. Alors, avant de donner la parole à tous ces intervenants, qui vont débattre ensuite avec vous, on va peut-être faire un petit cadrage de ce sujet qui va nous occuper pour l'heure à venir. Donc, quelles dépenses publiques pour quel modèle social ? La question se pose de façon de plus en plus aiguë, en fait, avec la crise de la zone euro. Il y a une pression énorme qui est exercée sur notre pays, comme sur tant d'autres, pour le désendettement. Elle est devenue très forte en Europe par les marchés obligataires, via les taux d'intérêt, par la pression, la concurrence internationale, la compétitivité par le coût. On en a beaucoup entendu parler avec le rapport gallois. Il y a des situations très différentes, évidemment, dans l'Union européenne, mais on voit des situations comme celle de la Grèce, de l'Espagne ou de l'Italie qui ont mené des politiques et qui mènent des politiques d'austérité très dures, être un peu des repoussoirs en termes de modèle social. Qu'est-ce qui est demandé à ces nations, à ces démocraties, et comment leur modèle social va évoluer sous la pression donc, de cette crise? C'est exactement la problématique qui est la nôtre en France. Alors la France, c'est la championne des dépenses publiques, 57% du PIB, championne de la zone euro, championne de l'Europe. On va largement y revenir avec les intervenants. On a vu récemment le rapport gallois appelé par d'ailleurs le président de la République et le gouvernement français qui mettait en évidence la perte de compétitivité française, le recul fort de nos parts de marché et corollaire, la perte massive d'emplois industriels en France. Un de nos gros problèmes d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le chômage presque structurel, oui on peut l'appeler comme ça, qui est en train d'augmenter en France, qui a atteint maintenant 10% de la population active. Alors tout n'est pas perdu dans le Royaume de France non plus. Nous restons la 2e économie européenne, la 5e économie mondiale, le 6e exportateur mondial. En 2012, au premier semestre, nous étions le 4e pays à recevoir des investissements étrangers directs. Donc nous restons attractifs. On salue la qualité de nos infrastructures, on salue la qualité de notre modèle social, notamment notre système de santé, même s'il est mis à mal en ce moment. Donc la question, c'est de savoir, la France doit-elle se réformer? Apparemment, il y a un consensus là-dessus. Comment doit-elle le faire? Ce qui est vrai, c'est qu'on a reçu des appels pressants de nos partenaires européens, notamment un économiste allemand qui est un des conseillers très écoutés d'Angela Merkel, Lars Feld, qui disait il y a quelques semaines que la France était l'homme malade de l'Europe. On a vu des articles fleurir aussi, notamment la une de The Economist, si vous l'avez vu, avec ses baguettes de pain entourées d'un ruban tricolore, expliquant que la France était la bombe à retardement au cœur donc, de l'Europe. Baisser la dépense publique, ce n'est pas un projet politique en soi, ce n'est pas un modèle social en soi. Alors comment la baisser, cette dépense publique? Qu'en faire? Où l'affecter? Le premier intervenant, c'est Stéphane Boujna, président donc d'En Temps Réel. On va essayer de maintenir à 8 minutes le temps de parole de chaque intervenant. Donc je vous ferai peut-être un petit signe avec... j'agiterai mon petit bras pour vous dire que nous arrivons à 7 minutes, qu'il vous en reste une. Voilà, je vous laisse parler. Stéphane Boujna, vous allez peut-être commencer par une comparaison internationale et nous expliquer dans quelles conditions politiques on arrive à mettre en œuvre donc, ces réformes du modèle social qui passent par une baisse des dépenses publiques. Oui, je ne sais pas si je peux faire tout ça en 8 minutes. Et en tout cas, il faudra plus qu'un petit signe, un hurlement très directif pour je m'y tiendrai. Atteindre l'objectif qui est le vôtre. Non, en 8 minutes, 2-3 remarques. Simplement, Pascal Lamy a coutume de dire que le seul endroit de la planète où
la social-démocratie est effectivement mise en œuvre, c'est le continent européen, en tout cas l'ouest de l'Europe. Et c'est vrai que nous avons fait collectivement, depuis 1945, des choix de cohésion sociale délibérés démocratiquement, qui trouvent des racines plus anciennes, on n'est pas là pour en parler, qui sont originales et qui reposent sur une certaine forme de collectivisation de la dépense publique pour financer une cohésion sociale qui nous permet de naviguer entre des cycles, de construire un peu de croissance et de naviguer entre les cycles. Et de ce point de vue-là, nous, Français, ne sommes pas seuls au monde, et dans ce système. Là où, sans doute, nous sommes seuls au monde, c'est pas à l'intérieur de ce système, c'est pas le choix du système, c'est les difficultés que nous avons à conduire les ajustements. Et là, c'est vrai qu'il y a une originalité, une spécificité française, c'est que tous ceux qui ont fait le même choix que nous, sous des formes diverses et formes de tâtonnement depuis la fin du 19e siècle, de manière finalement assez convergente depuis la période de reconstruction du continent européen, sont tous passés par la case ajustement significatif, soit de manière assez ancienne, comme nos amis suédois dont il a été abondamment question auparavant dans les années 90, des partenaires dont on parle moins parce qu'ils l'ont fait à froid dans des périodes de croissance relative, comme nos amis allemands et nos amis néerlandais, et puis d'autres dont on parle plus parce qu'ils l'ont fait sous pression de l'extérieur, comme les Portugais dans une période de grande crise, ou évidemment les Italiens ou les Espagnols pour éviter qu'on passe de la fièvre à l'infection. Mais tout le monde passe par la case d'ajustement du système, et l'originalité de notre situation, c'est comment nous pouvons construire un chemin d'ajustement de ce système, d'ajustement de la dépense publique par rapport à de nouvelles formes de politique de cohésion sociale, en tirant les leçons de ce qu'ont fait les autres. J'ajoute quand même qu'il faut aussi tenir compte, et là je voudrais sortir de l'européocentrisme, de ce qui est en train de faire au sud de l'Équateur, dans un certain nombre de pays émergents, qui inventent une nouvelle social-démocratie et de nouvelles politiques de cohésion sociale avec des outils assez différents. À l'instant, Gilles Finkelstein me rappelait qu'il a organisé avec Dilma Rousseff et Lula il y a quelques jours une réunion sur ces sujets. Moi, j'étais au Chili la semaine avant la semaine dernière, pour rencontrer des gens qui s'occupent de ces questions. Et on découvre des très grandes originalités. Je cite un seul exemple. Bon, vous savez qu'en Suède, le syndicat majoritaire qui est intégré organiquement avec les sociodémocrates a imposé aux sociodémocrates dans chaque plateforme électorale que le Parti social-démocrate exige 2,5% d'excédent budgétaire dans son programme économique, parce qu'il considère que l'excédent budgétaire, la constitution d'une réserve d'excédent budgétaire, donc de réduction de la dépense et d'augmentation de la fiscalité permettant cet excédent budgétaire, est un gage de pérennité des politiques publiques en faveur des services publics et des transferts sociaux. Eh bien, vous avez au Chili, depuis 2000, lorsque Ricardo Lagos a été élu, le premier président socialiste élu depuis la chute d'Allende, un fonds de stabilisation de même nature qui fait qu'on met de côté 1% d'excédent budgétaire chaque année, et qui aujourd'hui représente 30 milliards de dollars, c'est-à-dire 10% du PIB chilien, et qui sert à amortir les chocs fiscaux. Donc il y a la social-démocratie qui s'invente en dehors de la France est une social-démocratie qui est souvent une social-démocratie d'exigence fiscale et budgétaire qui nous paraît un peu étrangère. Ce que je voulais, et sur ce point-là, avant de conclure, il faut souligner que quand le reste du monde nous regarde, il est parfois d'une sévérité extrême, avec une analogie qui me paraît bien sûr excessive, mais que je voudrais formuler ici parce qu'elle est très choquante. Quand on voyage beaucoup au sud de l'Équateur, les gens vous disent, ben voilà, au XXe siècle, deux grands systèmes d'organisation sociale et économique ont été inventés. En 1917, la Russie soviétique a inventé un moyen de sortir les économies rurales du sous-développement et du Moyen-Âge en les faisant passer rapidement à des phases industrielles. En 89, tout ça a échoué pour des raisons évidentes d'incapacité des incitations dans ces systèmes à permettre une croissance effective. Eh bien, vous, les Européens de l'Ouest, vous avez inventé entre la fin du 19e
siècle et 1945, puis entre 1945 et 1960, un système de socialisation de la cohésion sociale, eh bien, vous voyez bien que quand il n'y a plus de croissance, vous avez dû le financer avec de la dette, et quand la dette est insoutenable, le système s'effondre. Donc il vous arrive ce qui est arrivé aux Soviétiques en 1989, donc votre système est mort. Je pense qu'il y a des différences profondes parce que notre système à nous est délibéré et notre système à nous maintient les bonnes incitations sur les agents économiques. Mais c'est important de voir qu'au-delà des baguettes de pain entourées du ruban tricolore de 10 économistes, il y a tout un corpus intellectuel et idéologique de critique de la vieille Europe qui est en train de se mettre en place. Et donc, pour conclure, pour qu'on y arrive, il n'y a que deux choses qui fonctionnent dans nos sociétés, et notamment en France, je crois, et qui manquent singulièrement, en tout cas chez nous, depuis quelques mois. C'est deux notions fondamentales. La première, c'est la notion de contrepartie. C'est-à-dire que les sociétés, on l'a vu dans tous les pays qui sont passés par là, peuvent être mobilisés et acceptent d'être mobilisés sur les efforts pertinents, à condition qu'on dise aux riches, nous allons vous prélever plus de recettes fiscales, mais nous avons besoin, au-delà de votre argent, de votre énergie, de votre intelligence, de votre expérience, de votre créativité, pour continuer à produire de la richesse. Et donc, on n'ajoute pas l'insulte à la blessure, comme on dit en anglais. Deuxièmement, qu'on dise aux classes moyennes, nous allons réduire votre capacité à consommer, mais nous le faisons pour fabriquer et préserver la capacité d'un système éducatif à donner à vos enfants un avenir meilleur que celui dans lequel vous êtes, et donc pour construire des services publics qui resteront efficaces, et dire aux classes les plus défavorisées, la cohésion sociale reste prioritaire, mais avec des outils qui seront différents, qui vont changer et qui vont être plus ciblés et avec une lutte contre l'effet d'aubaine plus forte. Donc la notion de contrepartie, si on explique aux uns et aux autres que si on dépasse la méfiance, les choses sont possibles. Mais ça indique, et je finis avec un seul mot, ça implique un deuxième concept qui est extrêmement important, c'est celui d'inclusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort de guerre de l'ordre de plusieurs points de PIB, ce qui est entré dans une économie de guerre, sans un discours de guerre et de rassemblement. Or, tout ce qui nous éloigne du discours du rassemblement, c'est tout ce qui va dans le discours politique de la stigmatisation des uns vis-à-vis des autres, affaiblit la capacité de mobilisation collective. Et donc, il faut inventer des systèmes de délibération collective, et c'est ce qu'ont fait les Suédois, les Canadiens, les autres pays de grandes coalitions ou d'autres. Il faut inventer des systèmes d'adhésion collective qui dépassent la forme traditionnelle parlementaire, chez nous en tout cas, qui est celle du je suis politiquement majoritaire, donc j'ai droit d'imposer l'intégralité des arbitrages, et ça ne fonctionne pas dans des ajustements qui sont ceux de l'ampleur d'une économie de guerre lorsqu'on parle de 2 à 3% de PIB par an. Merci. Merci beaucoup Stéphane Bougenin. Donc des propositions concrètes sur comment mettre en œuvre ces réformes sur le plan politique. Alain Obadia, président de la Fondation Gabriel Péri, vous allez nous expliquer que la dépense publique n'est pas un mal en soi. En fait, elle contribue aussi à la croissance économique. Voilà, je voudrais faire d'abord bonjour à toutes et à tous. Je voudrais faire 4 remarques sur le sujet qui nous est proposé. La première, c'est qu'on ne peut jamais raisonner sur la dépense publique en la déconnectant de ses résultats concrets et de la contribution effective qu'elle apporte au pays et à sa population. Ainsi, les comparaisons en termes de part du PIB qu'elle représente n'ont pas de signification isolément. Dans certains pays, par exemple, financer les études des enfants reste pour l'essentiel à la charge des familles. De même, la couverture santé reste encore très largement liée à la capacité de chacun de contracter ou non une assurance. Dans ce modèle, évidemment, les dépenses publiques sont proportionnellement plus réduites, sauf qu'elles restent quand même des dépenses à la charge de la population. Il est donc d'une part nécessaire de les intégrer dans les dépenses réelles des foyers, et d'autre part, il faut bien constater que les plus pauvres ne bénéficient pas de l'égalité d'accès à ces services. C'est un modèle de société que nous rejetons clairement à la Fondation Gabriel Péri. Pour nous, et c'est un choix politique, mais notre forum est politique, les objectifs et priorités que doivent soutenir les dépenses publiques doivent être structurés autour d'un certain nombre de préoccupations. D'abord, le progrès humain durable doit être la finalité.
Et cette affirmation n'est pas une banalité, à une époque où le terme même de progrès est quasiment devenu tabou et où l'on ne nous parle que de régression au nom d'une vision prétendument réaliste de la mondialisation, en fait, disons les mots, de la domination des marchés financiers à laquelle il faudrait se résigner. Le corollaire de cet objectif de progrès humain est la transformation en profondeur du mode de développement. Nous devons remettre en cause les critères de gestion et d'efficacité qui dominent la vie publique, comme la gestion des entreprises et de l'économie. Pour être concret, le social, comme le respect des écosystèmes, ne sont pas les variables d'ajustement d'une rentabilité financière court-termiste. Ils constituent bien au contraire les moteurs de ce nouveau développement. L'humain d'abord, ça n'est pas qu'un slogan de campagne électorale, c'est une vision de la société réfléchie et cohérente. C'est à partir de ces repères que nous nous déterminons sur les différentes composantes de la dépense publique. Soutient-elle ses priorités de création d'emplois, de développement d'activités, de création de ressources pour la protection sociale, la santé et les services publics, ou au contraire encourage-t-elle le gonflement de l'accumulation financière et de la sphère spéculative? Deuxième réflexion, c'est dans cette logique que nous mettons en avant un principe majeur. Toute mobilisation de fonds publics doit être soumise à des engagements concrets dont les résultats sont évaluables. C'est le principe de la conditionnalité des fonds publics. C'est pourquoi, par exemple, nous sommes en désaccord avec les politiques d'exonération de charges des entreprises dont les résultats en matière d'emploi n'ont jamais pu être confirmés. La Cour des comptes l'a dit à plusieurs reprises. Leur montant s'élevait déjà à plus de 30 milliards en 2011. Il avait augmenté de 55% en 9 ans. Le gouvernement est en train d'en rajouter 20 milliards de plus avec le crédit d'impôt compétitivité, conçu lui aussi sans la moindre contrepartie. Pour notre part, nous pensons que le soutien aux entreprises, notamment aux PME et aux ETI, les entreprises de taille intermédiaire, doit passer par des taux bonifiés de crédit gagés sur des objectifs d'emploi et de développement durable. Troisième réflexion, la dépense publique, même dans ses aspects les plus positifs, est aujourd'hui stigmatisée à tort. Rappelons qu'elle comporte les frais d'administration du pays et de ses différents territoires et qu'elle inclut aussi de grands services publics comme l'éducation, la santé ou les grands systèmes de protection sociale. Cependant, la dégradation de certains d'entre eux est telle que l'option assurantielle pour mieux se couvrir ou dans un autre domaine, le recours à des solutions privées, comme c'est le cas en matière éducative, se développe. Cette dégradation est notamment orchestrée par la RGPP, la Revue générale des politiques publiques, et les suppressions massives et arbitraires de postes qui la caractérisent. Elle est également structurée par la mise à la diète des hôpitaux. Cela ne conduit pas à une gestion plus efficiente des services concernés, mais souvent à des gâchis aggravés. Deux exemples. Quand on réduit les moyens de la médecine préventive à la portion congrue, des maladies que l'on aurait pu prévenir chez certains patients se déclarent et les dépenses qu'elles impliquent sont beaucoup plus élevées que les mesures préventives. Ainsi, certaines pseudo-économies ont un coût caché. Autre exemple, le poids de plus en plus lourd des franchises médicales, comme les dépassements d'honoraires, sont un véritable tour de passe-passe. Parce qu'ils disparaissent du budget de l'assurance maladie, mais se retrouvent dans celui des mutuelles, avec le phénomène du reste à charge, accentuant une fois de plus les inégalités sociales. Quatrième et dernière réflexion, nous ne devons en aucun cas négliger les effets macroéconomiques de la dépense publique. Les positions dogmatiques visant à la comprimer aveuglément peuvent provoquer, ça a été dit, des cercles vicieux récessifs. Ralentissement de l'investissement public et de celui des collectivités territoriales, qui met en cause l'avenir,
Ralentissement de l'activité débouchant sur un manque à gagner fiscal et sur la diminution des cotisations sociales perçues. À l'inverse, augmentation des dépenses de l'assurance chômage, etc., etc. Au total, en pensant alléger les dépenses, on les alourdit et on diminue les recettes, tout en restant impuissant contre les déficits. D'ailleurs, les politiques d'austérité menées en Europe, au nom de la logique monétariste qui domine l'Union, sont éclairantes quant à l'absurdité d'une telle approche. Après 5 ans de sacrifices imposés au peuple grec, quel est le bilan? La Grèce est aujourd'hui plus endettée qu'elle ne l'était au début du processus de désendettement. Mais la situation de l'Espagne ou du Portugal obéit à la même logique et pour les mêmes raisons. À force de couper dans les dépenses publiques, c'est toute l'économie qu'on pousse à la panne. L'actualité récente montre que l'Italie n'est pas dans une situation très différente. Il faut conclure, hein, monsieur Obadia. C'est d'autant plus grave, j'en ai fini, que les politiques austéritaires aboutissant à ces résultats néfastes reposent sur des prémices fausses. En France, c'est entre 2008 et 2009 que le déficit a explosé, passant de 3,3 à 7,5% du PIB, et avec lui l'endettement, 147 milliards de plus, soit une progression de 11 points de PIB. Il est donc clairement établi que la crise financière de 2007-2008, c'est la crise financière de 2007-2008, qui a eu des répercussions gravissimes sur les finances publiques, et non pas l'idée que c'est parce que nous avons un État trop généreux avec la population que le déficit est d'un tel niveau. Alors voilà, je voulais ramasser ce que j'ai dit en quelques mots, je ne le ferai pas, mais on pourra peut-être y revenir dans le débat. Ça fera l'objet du débat, tout à fait. Donc, à votre gauche, Agnès Verdier-Molinier, qui a un point de vue tout à fait différent hein, sur la dépense publique. Agnès Verdier-Molinier, vous plaidez pour une dépense publique plus efficace. Apparemment, ça ne surprend pas beaucoup l'auditoire. Non. Bonjour à tous. Vous savez que ça fait longtemps qu'à la Fondation IFRAP, on réfléchit sur ce sujet de la dépense publique. On était parmi les premiers think tanks à s'intéresser à ce sujet. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet n'est plus à la question de la réduction homothétique des dépenses, c'est-à-dire un petit coup de rabot par-ci, un petit coup de rabot par-là pour essayer de finalement gagner quelques millions ou quelques milliards sur certaines politiques publiques. La question, c'est la refonte totale de notre système, de nos services publics. Et c'est une question, finalement, qu'on n'a pas abordée. Le mot RGPP a été abordé à cette table ronde, mais la RGPP, elle n'a rien résolu en la matière. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'est pas du tout attaquée au périmètre d'intervention des différentes strates d'action publique que nous avons en France et qui ont été déjà évoquées depuis ce matin, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Ces 1100 milliards de dépenses publiques, finalement, ce à quoi on arrive comme conclusion quand on les regarde en détail, c'est qu'elles sont extrêmement imbriquées, un peu comme une toile d'araignée, et on a des difficultés à dire qui intervient dans quoi et qui doit faire quoi et quelle est la mission de chaque échelon. Donc, si on revient à la question du modèle social, qu'est-ce que c'est le modèle social français et quelle est sa spécificité ? Il y a 3 piliers principaux, le droit à la retraite pour tous, la gratuité des soins, l'assurance chômage, mais aussi la reconnaissance des syndicats qui est arrivée un peu plus tard, le statut de la fonction publique, l'aide aux handicapés, le RSA et le SMIC. C'est un peu ça, quand on parle du modèle social français, c'est ce à quoi on pense. Mais au-delà, il y a la question de l'éducation pour tous, à la française, de l'exception culturelle, d'un certain État-providence qui intervient un peu dans tous les domaines. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a face à ce modèle social? Donc on sait qu'il coûte cher, on sait que c'est 57% des dépenses publiques par rapport au PIB, mais qu'est-ce qu'on a pour notre argent avec ce modèle social? C'est ça la question. Parce que finalement on se dit, il est exceptionnel. Mais est-ce qu'il est vraiment exceptionnel? Est-ce qu'il est vraiment aussi exceptionnel que l'argent qu'on met dans la machine devrait finalement impliquer? Alors là, quand on regarde, notamment entre la France et l'Allemagne, je suis désolée, tout le monde fait des comparaisons France-Allemagne, évidemment, c'est un pays auquel on peut se comparer. Alors, on est surpris, car sur les dépenses par tête, dans la famille et la maladie, l'Allemagne dépense plus que la France. Donc 3 700 € pour la maladie, quand la France est à 3 300. Et 1 000 € pour la famille, quand la France est à 800 €. Pour le reste, les dépenses sont assez comparables. Mais là où il y a vraiment une différence énorme
en dépenses par tête de prestations sociales entre la France et l'Allemagne, c'est sur les retraites. Donc là, on a 4 300 € par tête en France contre 3 600 € en Allemagne. Là, on voit quoi? On voit que l'Allemagne a eu le courage de faire la réforme des retraites, et tandis que la France n'a pas eu le courage de la faire. Avec, évidemment, des chiffres intéressants sur le taux de personnes qui travaillent au-delà de 60 ans. En France, on est à 17%, en Allemagne, 41%. Donc là, on a vraiment un souci avec la question des retraites. Finalement, notre modèle social, en grande partie, sur l'ensemble des dépenses de ce modèle, c'est un problème de retraite. Il faut le dire. Ce n'est pas autre chose. Donc, l'autre problème de la France, et notamment une des grosses dépenses que l'on a, c'est évidemment celle de l'éducation que j'ai un peu évoquée tout à l'heure. La dépense par élève et par an en France est plus élevée qu'en Allemagne. Et pour autant, ce ne sont pas les salaires des enseignants qui sont en cause, puisqu'ils ne représentent en France que 30% de l'ensemble de la dépense d'éducation, et en Allemagne, 50% de la dépense d'éducation. Et les professeurs, vous le savez, ça fait la une des journaux cette semaine, sont payés 34% de plus en Allemagne par rapport à la France. Donc, d'où ça vient? Eh bien, ça vient de l'émiettement de nos structures d'éducation, c'est-à-dire, finalement, un nombre de collèges, de lycées, d'écoles primaires qui est beaucoup plus important en France, 55 000 en France par rapport à 28 000 en Allemagne, alors qu'ils ont plus d'1 million d'élèves en plus. Et on a, rien que pour le primaire, 5 000 écoles à classe unique en France. On n'arrive pas à finalement fusionner nos écoles, nos collèges, même quand ils ont un petit nombre de classes. Donc ça, ce sont des sujets très concrets, parce que finalement, les dépenses qu'on a pour ces établissements, ce sont des dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses de nettoyage, ce sont des dépenses de cantine, etc., qui ne sont pas mutualisées et qui finalement n'apportent pas une meilleure qualité d'enseignement aux élèves. Ce n'est pas vrai. Simplement, on a une perte de dépenses en ligne qui fait que c'est vrai que la France est victime du nombre de communes, du nombre de strates administratives, et qu'à la fin, on dépense beaucoup plus. C'est sans parler, évidemment, là, de la question des financeurs, parce que quand on regarde l'école, on voit que l'État finance les traitements des personnels, enfin, surtout des enseignants. Ensuite, les régions s'occupent des lycées, les départements s'occupent des collèges, les communes s'occupent des écoles primaires. Est-ce que c'est cohérent? C'est absolument incohérent. Et donc, la plupart des pays en Europe ont décentralisé la gestion de l'éducation et ont permis justement qu'il y ait un lien entre l'embauche finalement au niveau local des professeurs, etc. En plus, ça permettrait d'éviter le surcroît de détachement qu'on a dans notre personnel public en France. C'est-à-dire que rien que pour l'éducation nationale, il y a 98 000 personnels qui sont détachés de leur poste. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Alors évidemment, il y en a certains qui sont enseignants dans des lycées techniques, etc. Mais il y a 30 ou 40 000 personnels dont on n'arrive pas à expliquer véritablement où ils sont dans le système. Alors évidemment, ils sont mis à disposition, enfin en détachement, pardon, pour certains, dans des associations culturelles, sportives. Il y a les mises à disposition aux syndicats, etc. Mais là, je posais la question, est-ce que les syndicats ont besoin de fonctionner avec des personnels de l'éducation nationale payés tous les mois par un système public qui est déjà très mal en point au niveau des finances? Non, on pourrait très bien avoir des syndicalistes bénévoles qui soient des retraités et qui agissent au niveau des syndicats et non pas avec des mises à disposition. Donc ça c'est un autre système qu'il faut penser, mais c'est un sujet. Idem pour la culture, où on voit que là, chaque échelon intervient. La clause de compétence générale des collectivités locales fait que la mairie peut investir dans la culture, mais aussi l'échelon départemental, mais aussi l'échelon régional. Et là, on voit notamment à Marseille, à la fois le MUSEM, donc ce grand musée Méditerranée qui est financé par l'État, par la commune et par l'Europe, et puis le CEREM qui est financé par la région. Il vous reste 1 minute. Voilà. Donc tout ça, ça montre l'imbrication, les difficultés, l'incohérence des différents échelons. Les surcoûts de production, pour nous, sont le problème majeur de la France. Et quand notre pays dépense 27,7% de sa richesse nationale à produire ses services publics, la moyenne des pays de l'UE dépense 24,9%. Ça fait 3 points d'écart. Donc les grandes réformes à mener, ce serait une réforme de la gouvernance publique, et avec une carte de qui fait quoi à quel échelon.
l'éducation, quel est l'échelon compétent? La culture, quel est l'échelon compétent? L'aide au développement, est-ce que c'est logique qu'on ait 250 millions d'euros qui sont financés par les collectivités locales en aide extérieure alors que l'État finance déjà 9,9 milliards? Tout ça, c'est une réflexion en profondeur de la modernisation de l'action publique que nous n'avons jamais eue en France et qu'il faut absolument mener. Ça demandera aussi de s'attaquer à la question, évidemment, de l'emploi public. Quand on regarde l'emploi public au sens large, on a 92 emplois publics pour 1000 habitants dans la moyenne de l'Union européenne et on est à 103 en France. Ça veut dire que concrètement, on a un surnombre de personnel public d'environ 700 000. 700 000, ça peut paraître énorme, mais en quelques années, on peut résorber ce surcroît d'agents publics et de personnel public financés sur dépenses publiques. Ça a été déjà évoqué tout à l'heure à une table ronde précédente. Et c'est autant d'argent qu'on peut remettre dans l'investissement pour l'avenir, etc. Donc, bien sûr, ça pose aussi la question de la réforme des retraites. L'année 2013 devra être aussi une année importante de réflexion sur une vraie réforme systémique. Ça pose la question de faire un système de retraite universel public-privé, parce qu'une grande partie du surcoût des retraites qu'on constate avec l'Allemagne est liée au surcoût notamment du casse-pension au niveau de l'État, c'est-à-dire des pensions publiques, mais aussi des pensions publiques au niveau des 3 fonctions publiques. Là, il y a un vrai problème à régler. Est-ce que la société veut continuer à avoir des régimes spéciaux d'un côté et un régime général de l'autre, avec des régimes spéciaux dont l'envolée des dépenses, puisque c'est plus 2,9 milliards entre 2012 et 2013, rien que pour l'État sur les pensions publiques. On aura beau finalement juguler l'évolution de la masse salariale des 3 fonctions publiques, on n'arrivera pas, si on ne fait pas une réforme structurelle des retraites, on n'arrivera pas à juguler l'envolée des dépenses de pension. Et ce sera votre dernier mot? Absolument. Ce serait parfait, en termes de timing, oui, je veux dire. Mais juste pour ajouter quelque chose, ce modèle social, il engendre aussi du chômage. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il engendre du chômage parce qu'il détruit l'appareil productif. Donc, en permettant que les coûts de production soient moins chers, en gardant un niveau satisfaisant de prestations et un niveau quand même élevé de services publics, et c'est possible, on pourra aussi desserrer l'étreinte fiscale sur nos entreprises. Et juste un chiffre, depuis 2010, ce sont 37 milliards d'euros de plus qu'on a voté entre les plans Fillon 1, les plans Fillon 2, le PLFR 2012, la loi de rectificative en 2012 et la loi de finances en 2013, 37 milliards de plus d'impôts payés par les entreprises par rapport à 2010. Ce n'est pas tenable sur le long terme. Donc cette question aussi de privilégier finalement un retour de la croissance par des entreprises plus fortes en desserrant cette étreinte fiscale est très importante. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Et ce point, c'est justement celui sur lequel vous voulez insister. Ah, j'ignorais ce point de méthode. Ah, pardon. Bah, écoutez, je l'ignorais. Donc voilà, vous applaudirez à la fin. C'est le fait de desserrer les taux fiscaux sur les entreprises qu'évoquait Agnès à l'instant. C'est le cœur de votre intervention, Gérard Ducilol. Je rappelle que vous êtes président du pôle finances publiques de l'Institut Thomas More. Ça me fait effectivement, merci Agnès, une excellente transition. Je crois que, effectivement, vous avez été et Thomas More ont été, depuis déjà plusieurs années, ont mis sur le débat public ce problème de notre excès de dépenses. Et je crois que la crise aidant, si j'ose dire, aujourd'hui, on arrive quand même petit à petit à bâtir une espèce de consensus en France sur le fait que nous dépensons trop et que nous dépensons beaucoup trop. Alors, le problème maintenant, c'est évidemment de savoir où nous pouvons faire des économies, comment, mais la grande question, c'est de savoir comment nous allons le faire. Comment nous allons le faire, c'est-à-dire comment nous allons expliquer aux Français que c'est devenu un impératif numéro 1 de notre pays. Quel discours peut-on construire pour essayer de convaincre nos concitoyens qu'il faut faire effectivement une refonte complète de notre appareil d'État? Alors, pour aborder cette question, donc c'est la notion du discours qu'il faut reconstruire. On pourra commencer par une espèce de paradoxe. Nous avons un modèle social qui est
nous assure un des plus hauts niveaux de protection contre les accidents de la vie. Ça veut dire que la population française devrait être, si ce n'est la plus heureuse au monde, du moins la plus sereine face à l'avenir. Or, depuis des années, nous battons en France, nous battons tous les records de pessimisme dans tous les sondages qui sont menés en Europe. Comment expliquer ce paradoxe? Ce paradoxe s'explique par une autre spécificité française dont on parle peu, mais qui commence à redevenir malheureusement cruellement sur le devant de la scène, c'est ce que nous appelons le surchômage. Qu'est-ce que ça veut dire, le surchômage, qui est vraiment une caractéristique française? Ça veut dire que dans les 10 années qui ont précédé la crise, c'est-à-dire indépendamment des perturbations qui ont été créées depuis 2008, nous avons en moyenne 10% de chômeurs en plus que la moyenne des pays développés. 10% de chômeurs en plus, ça veut dire que structurellement, nous avons 700 000 personnes qui sont au chômage et qui ne devraient pas y être. Si vous rajoutez à cela la précarité du travail des jeunes, oui, ça, si vous me décontrez ça, hein. Absolument. Si vous rajoutez la précarité du travail des jeunes et le fait que nous ayons un taux d'emploi de seniors qui soit parmi les plus faibles au monde, je crois qu'il n'y a que la Belgique qui nous batte dans ce domaine-là, tout ceci fait que vous avez des millions de familles qui sont touchées par ce problème. Cela veut dire que notre pessimisme profond n'est que le reflet de cette peur aiguë et malheureusement justifiée de ce chômage. Et ça veut dire aussi une chose, c'est que notre modèle social ne pourra jamais conjurer cette peur. Et si on va un petit peu plus loin, ça veut donc dire que ce n'est pas le modèle social, ni même la dette publique, les contraintes de l'Allemagne, les marchés financiers, pour reprendre le mot de mon voisin, qu'il faut mettre au centre du débat public, mais le surchômage. Alors, on sait que nous avons le plus fort taux de dépenses publiques au monde, on ne revient pas dessus. Nous avons une des fiscalités les plus importantes. Nous avons des réglementations sur le travail et sur les entreprises parmi les plus élevées au monde. Cela veut dire que nous avons construit la société où l'État est le plus impliqué, mais qui fabrique le plus de chômeurs. Nous avons donc la société dans les pays développés, probablement la plus étatisée, et aussi la plus injuste, puisque c'est elle qui fabrique la plus grave des injustices sociales, qu'est ce surchômage. Alors comment sommes-nous arrivés à ce que certains pourraient considérer comme un paradoxe? Où est l'erreur? Eh bien, on constate que nos surdépenses publiques, il faut bien les financer d'une façon ou d'une autre. Et on les a financées par de la dette abondamment, mais ça c'est fini. Et donc on les a financées aussi de façon considérable sur les entreprises. Si on se compare avec l'Allemagne sur les chiffres de 2009, on se rend compte que nous avons à l'époque 9 points de PIB de dépenses en plus et nous avons 7 points de prélèvements obligatoires sur les entreprises en plus que l'Allemagne. Ça veut dire que plus de 80% de notre surdépense est financée sur les entreprises et sur le travail. Et pour donner quelque chose de très concret, si nous avions les mêmes cotisations sociales et patronales qu'en Allemagne, nous pourrions augmenter les salaires français de 25% sans que ça coûte plus cher aux entreprises. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc à partir de là, la machine infernale se met en place. Les entreprises françaises sont les entreprises qui sont les moins profitables en Europe. Pour comparer encore avec l'Allemagne, entre 1990 et 2010, les profits avant impôt des entreprises allemandes industrielles ont augmenté de 40%, les nôtres ont baissé de 25%. Donc si on n'a plus d'argent, si les entreprises n'ont plus d'argent, elles ne peuvent plus financer leur développement, ce qui veut dire financer l'acquisition de nouvelles machines, financer l'innovation, la création de nouveaux projets, financer leur développement à l'export. Et on en arrive au fait que nous avons perdu notre compétitivité. Et donc quand on fait un débat sur compétitivité coût et hors coût, ça me paraît à la limite un faux débat. Si vous n'avez pas d'argent, au bout du compte, eh bien vous perdez cette compétitivité. Et cette perte de compétitivité, si on regarde le solde du commerce extérieur depuis 14 ans, il n'a cessé de se dégrader année après année. Et cette dégradation du solde commercial nous a fait perdre chaque année en moyenne 20% de croissance. Donc vous imaginez, si on avait gardé cette compétitivité, on aurait eu 20% de croissance supplémentaire et nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui pour parler de tous les problèmes qui taraudent notre pays parce qu'on aurait eu un niveau de chômage bien plus faible. Donc, à partir de là, il n'y a qu'un moyen de sortir de ce cercle vicieux.
il faut évidemment réduire les dépenses de cet État parce que c'est sa sous-compétitivité qui engendre la sous-compétitivité de nos entreprises par la courroie de transmission. Donc en réduisant la dépense publique, on pourrait réallouer une partie des économies faites, une partie sur la réduction du déficit budgétaire et une partie sur l'allègement des charges qui pèsent sur les entreprises et sur le travail. Alors, quelles dépenses baisser ? On a fait un certain nombre de travaux justement par comparaison avec d'autres pays et on se rend compte que l'État a une double fonction, une fonction de prestataire de services et une fonction redistributive. Une minute. Dans la fonction prestataire de services, on peut identifier c'est évidemment les chiffres globaux qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, mais on peut penser qu'il y a à peu près 100 milliards d'économies dans le coût de prestation de services. Ça veut dire qu'on pourrait réduire nos dépenses publiques de 100 milliards sans avoir besoin de toucher au cœur du modèle social qu'a évoqué Agnès tout à l'heure, c'est-à-dire le modèle redistributif. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas les directions que nous avons prises, puisqu'on a commencé par augmenter la fiscalité massivement. On a commencé, et évidemment, la fiscalité des entreprises. Alors maintenant, on fait un petit peu machine arrière, mais c'est très très loin de ce qu'il faudrait faire pour alléger le coût du travail et la fiscalité des entreprises. Cela veut dire que cette surcharge fiscale pèse extrêmement lourdement sur les entreprises et sur les ménages, est un facteur aussi d'effondrement de notre croissance, qui elle-même va demander plus de dépenses publiques pour protéger les laissés pour compte, et qui fera qu'en 2013, nous serons incapables de remplir nos objectifs pour rassurer nos créanciers. Et donc nous pouvons nous attendre malheureusement en 2013 à une année extrêmement dure, parce que nous serons dans l'urgence, on va être obligé de réduire nos dépenses publiques, mais comme c'est plus facile de baisser les prestations que de réduire les coûts, nous risquons d'avoir une baisse massive des prestations sur l'année 2013. Pardonnez-moi de ce message un peu pessimiste, mais je m'en tiendrai là. Merci beaucoup, Gérard Ducilleul. On applaudit après, c'est interdit par le règlement, oh là là, après. Donc on en arrive à notre dernier intervenant, Jean-Philippe Thiellet, cofondateur et vice-président de Terra Nova. Donc on vient de nous expliquer à l'instant que les dépenses publiques, eh bien, elles étouffent finalement la création de richesses. Vous allez peut-être nous expliquer qu'on peut voir aussi la chose autrement et que ces dépenses publiques, c'est un facteur de création de richesses et de compétitivité. Oui, ça peut être un des éléments du débat, mais on voit que sur ces sujets, on touche très vite le dur de l'idéologie. Alors, beaucoup de faits ont été cités, et les faits sont en général incontestables, sauf quand on les dénature, mais j'ai rien entendu de cette nature-là. Et on voit que nous, les think tanks, on progresse aussi, et je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. C'est toujours très stimulant. Il y a l'idéologie et surtout les chiffres, les comparaisons. On peut quand même leur faire dire ce qu'on veut. Et la crainte qu'on peut avoir, mais depuis 20 ans, depuis le débat sur Maastricht, c'est que finalement, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui sera mieux 10 ans, moins 10 ans, les prestations seront à peu près équivalentes, qui coûtera moins cher. Et donc, la comparaison n'est vraiment pas raison. Et donc, je trouve que sur ce sujet de modèle social et de dépenses publiques, j'ai envie de réfléchir par la qualité de la prestation et par les résultats que l'on atteint, plus que par le coût que cela génère. Et notre rôle, à nous, think tank, qui ne sommes pas les mains dans le cambouis, c'est aussi d'essayer de réfléchir en levant un peu le nez du guidon. Si j'y remets quelques minutes le nez dans le guidon, je trouve qu'il faut aussi, par rapport aux décisions qui ont pu être prises en LFR 2012, en loi de finances initiale 2013, il faut aussi regarder ce qui a été fait précédemment, et je ne reviens pas au paquet fiscal, etc. Mais enfin, on ne parle pas avec une table rase. Il y a un tableau qui est assez noir derrière. Alors, laissons l'idéologie et essayons de réfléchir sur la suite. J'évoquerai 3 points parce que en 6 minutes 20 qui me restent, évidemment, c'est assez limité. Ce qui est clair, c'est que l'idée, c'est d'essayer de préserver ce qui peut l'être et surtout de créer de la richesse pour le futur. La campagne présidentielle a parlé beaucoup de l'avenir, de la jeunesse, celle de 2007 un petit peu aussi. Il faut essayer de veiller à ce que des idées cohérentes soient mises en œuvre pour créer de la perspective.
Mon premier point, c'est qu'on a besoin de gouvernants qui sont prêts à se coltiner des décisions qui nécessitent un courage politique extrême. Aucun jugement là-dessus. Simplement, quand on parle de modernisation de l'action publique, notamment sur l'articulation entre l'État et les collectivités territoriales, il faut être déterminé à secouer les corporatismes. Je mentionne le cumul des mandats, qui pour moi est une mère de toutes les réformes, parce que sinon, le jour où vous voulez toucher aux compétences des collectivités territoriales, vous vous heurtez à vos propres amis, on parle de la majorité actuelle comme de la majorité précédente, qui vont tout faire pour vous verrouiller. Et le point essentiel est sans doute là, parce que l'État, un mot là-dessus, mon diagnostic à moi, c'est quand même que l'État aujourd'hui, l'État, personne morale de droit public, État est à l'os. Il y a des tas de missions qui ne sont plus correctement assumées. J'en mentionne 2 ou 3. La première, c'est que cela fait bien longtemps qu'on a abandonné la capacité d'influer et même de préparer convenablement les réglementations communautaires dans toute une série de sujets. On n'a plus les moyens d'anticiper, d'influer et même de digérer correctement. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'une part importante, ce n'est pas le 80% de Jacques Delors, mais enfin une part importante du droit que nous appliquons et du droit communautaire. On n'a plus ces moyens-là. Il y a des tas d'autres domaines dans lesquels l'État ne fait plus son job. Certaines polices sanitaires, notamment, quelques exemples concrets, mais en matière de police de surveillance des logements insalubres, c'est un point très précis où le ministère compétent a abandonné ses compétences au profit des communes qui n'en demandaient rien et qui n'ont surtout pas les moyens de le faire. Donc l'État est à l'os et il y a peut-être en revanche des choses à faire du côté des collectivités territoriales. Agnès Verdier-Molinier a mentionné la clause de compétence générale. Je ne suis pas sûr qu'on n'y arrive jamais. Parce que sinon, vous transformez les collectivités territoriales, qui sont des institutions démocratiquement élues, en établissements publics. Ce n'est pas possible, ou ça serait perçu comme un recul. À Terra Nova, on essaye de défendre un modèle social-démocrate décentralisateur. Il ne faut pas en faire un point de fixation. En revanche, et puis en plus, il y a un aspect aussi contre-pouvoir. Vous mentionnez Marseille. Le jour où le maire de Marseille ou d'ailleurs décide de couper les vivres à une association, c'est peut-être pas mal en matière culturelle qu'il y ait un département, peut-être pas le bon exemple à Marseille, mais enfin bon, et qui viennent dire bon, ben, le maire n'aime plus l'association qui fait du macramé en bas des cages d'escalier dans les quartiers défavorisés, et ben moi, département, j'interviens. C'est peut-être pas si mal. En revanche, il faut innover et secouer les corporatismes en trouvant de nouveaux modes d'exercice de ces compétences, de manière à confier à une autorité, par exemple la région, le soin de fixer des schémas qui seraient normatifs et qui s'imposeraient aux autres collectivités. C'est une atteinte à la souveraineté, entre guillemets, des collectivités, mais il faut aller vers là. Deuxième élément, les services publics sont effectivement un élément de la réponse et pas un élément du problème. Et quand je parle de services publics, je parle de tous les services publics, y compris ceux assurés par les entreprises privées. C'est là où il faut aussi laisser l'idéologie de côté. Je n'ai pas le temps de développer, mais le point essentiel, c'est la qualité. Est-ce que le débat sur la municipalisation de l'eau n'est pas un débat idéologique? Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est d'être certain que quand j'ouvre mon robinet, ce qui sort est bon pour mes enfants, n'a pas un prix déraisonnable, et que le prix qu'on me facture ne traduit pas une préférence pour le présent avec la fermeture du robinet à investissement pour le futur. Parce qu'on sait qu'en matière de santé, en matière de nouveaux outils de facturation, il faut investir. Et en France, tout n'est pas noir. En tout cas, en termes de coût, on voit que pour l'eau, eh bien, le prix de l'eau potable, pour tout le monde, entreprise compris, est entre 40 et 50% moins cher qu'en Allemagne. Donc il y a aussi des choses qui marchent bien. Et le point essentiel là-dessus, c'est qu'il faut un pilotage par le politique, et pas par les technos, un pilotage qui soit fondamentalement rénové. Est-ce que les collectivités territoriales ont les outils pour décider face aux entreprises privées si la municipalisation de l'eau est un débat ou pas? On a beaucoup trop de communes, on l'a mentionné, ces communes ne sont pas armées pour discuter d'égal à égal avec les grandes entreprises délégataires de services publics. Et il me reste à peine plus d'une minute. Le point essentiel, et je rebondis sur ce que Stéphane Boujna avait dit tout à l'heure, il faut trouver un nouvel âge de la démocratie participative. La démocratie représentative, on la réformera par le cumul des mandats, par le renouvellement générationnel, par la parité.
La démocratie participative n'est pas exclusive de tout cela. Parce qu'aujourd'hui, les Français, comme les Grecs, comme les Allemands, ont conscience de la difficulté extrême dans laquelle nous nous trouvons. Ils sont prêts à accepter des choses si on leur explique. Et donc, ça nécessite de consulter bien davantage les usagers des services publics. Je ne parle pas de référendum à la Suisse qui affaiblissent le scrutin, mais de consulter les habitants d'une rue avant d'engager des travaux de rénovation de la rue, de consulter les usagers de la ligne de bus avant d'aller déplacer un arrêt ou de... Bon, c'est plus compliqué pour des projets du genre Notre-Dame-des-Landes, j'insiste pas, mais trouver de nouveaux moyens avec l'administration électronique pour consulter davantage les contribuables et les utilisateurs des services publics. Ça nécessite aussi davantage de transparence sur les financements. Je suis convaincu que les gens sont souvent d'accord pour payer des impôts. Simplement, il faut qu'on leur explique à quoi ça sert, y compris les impôts locaux. Or, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, sur ma feuille d'impôt local, exactement à quoi ça... Alors, ça met un coup de canif au grand principe de l'universalité, au grand principe j'allais dire de l'opacité. Ce n'est pas un principe des finances publiques, mais enfin, on paye et c'est l'État avec les mécanismes délibératifs qui financent. Il faut qu'on trouve d'autres méthodes pour que le contribuable, parce qu'on va en demander plus à ceux qui ont plus, et pour moi c'est une orientation évidemment tout à fait, qui est une des seules pistes pour en sortir et pour éviter que la société véritablement explose. Mais avec ces méthodes-là, il y a moyen de réformer l'action publique et d'investir, de continuer à créer de la richesse pour le futur. Vous ne m'avez pas fait signe qu'il restait une minute. Je n'en déduis pas qu'il me reste une minute. Je préfère laisser du temps au débat avec la salle. Merci beaucoup, Jean-Philippe Thiellet. J'ai vu que vous surveilliez la montre de façon... J'ai été à votre place très souvent et je sais comment c'est pénible. Donc. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, c'est le moment d'applaudir si vous en avez envie. C'est le moment des questions, surtout. J'ai vu une main se lever. Monsieur ou 1, 2, 3, 5e rang, 6e rang. C'était le monsieur derrière, mais le premier, ce sera juste après. C'est un hold-up. Oui, un expert responsable, monsieur Hollande. Je n'entends pas. J'ai loupé mon hold-up. Un expert responsable élu, M. Hollande, a estimé que le passage de 52 à 57% de la dépense publique, conditionnalisée à je ne sais quoi, n'avait amené aucune amélioration de la France. Donc la première action, si j'écoute le président, c'est de revenir en bas. Or, pour revenir en bas, il ne faut pas qu'il y ait de confusion des rôles, ni de connivence entre les acteurs. Et monsieur a parlé du cumul des mandats, qui montre qu'on a de la peine à contrôler et à faire de la peine à ceux dont on est copain. Or, quand je regarde les élus français, il y en a les 3/5 qui sont issus de la fonction publique et dont elles-mêmes ne représentant qu'un 1/5 de la population. Comment voulez-vous que les 3/5 en question fassent du mal aux 1/5 dont ils sont issus? Parce que en plus, ils restent dans la fonction publique quand ils sont élus, donc ils ont toutes les chances de se faire engueuler au retour. Donc, n'est-ce pas, en France, le principal cumul des mandats, c'est celui qui permet à un élu de rester membre de la fonction publique pour protéger ses intérêts futurs et ses intérêts de classe, si je puis dire. Je crois que c'est Stéphane Boujna qui va répondre. Il voulait ajouter quelque chose. On va répondre, d'autres répondront mieux que moi sur la question des élus. Le point complémentaire que je voulais faire, qui est très important, c'est que dans notre système, les élus ne sont que l'émanation des gens qui votent pour eux. Et on n'a pas assez parlé de deux choses, je crois. C'est que la plus grande décision de réduction de la dépense publique que nous avons prise collectivement, c'est, depuis 1974, de voter des lois de finances en déficit. Tous ceux qui, dans cette salle, sont nés avant 1956, doivent savoir qu'ils ont élu des gens
qui impunément, grâce à leur vote, de droite et de gauche, ont voté des lois de finances en déficit, donc ont augmenté le stock de dette, donc ont augmenté la charge d'intérêt de la dette. Et quand on augmente les déficits, donc la dette, donc la charge des intérêts de la dette, on décide collectivement, ensemble, de manière homéopathique, d'avoir moins d'argent pour faire de la dépense publique. Donc tous ceux qui sont ici nés avant 1956 ont décidé de réduire la dépense publique au point qu'aujourd'hui, on va payer en 2013 entre 46 et 48 milliards d'euros à nos prêteurs et que donc ça représente l'équivalent de ce qu'on dépense pour l'école maternelle, l'école primaire, les collèges et les lycées. Donc en décidant de vous endetter, et moi à partir de 82 quand j'ai commencé à voter avec vous, nous avons décidé ensemble de réduire la part de la dépense publique disponible pour fabriquer des services publics et des transferts sociaux. Donc la première décision de réduction de la dépense publique, c'est la dette. Et la première décision pour reconstruire de la capacité d'action publique, c'est reconstituer des capacités d'action publique par le désendettement, la réduction des déficits. La deuxième chose que je veux dire, peut-être qu'on pourrait répondre à la question. Non, mais justement, la deuxième décision qui est liée à cette... Non, parce que les élus ne sont pas une caste autoportée. Ils sont élus par une population. Et ça a été très bien documenté par Olivier Ferrand, paix à son âme, et Jean-Hervé Lorenzi au Cercle des économistes, c'est le transfert massif auquel nous consentons depuis toujours des jeunes vers les vieux. C'est-à-dire tous ceux ici qui sont nés avant 1972 ont accepté que de consommer du Doliprane jusque dans les années 90 en le faisant payer par leurs enfants. L'invention de la CRDS, c'est-à-dire cette idée qu'on ne peut pas payer toute sa dépense sociale de santé, mais qu'on va transférer une partie de sa dépense de santé aux générations futures, c'est le choix d'une génération de transférer aux autres cet effort. Donc les élus ont leurs responsabilités, mais ils ne sont que l'émanation d'un problème de génération qui vient devant nous, où l'essentiel des transferts se fait des jeunes vers les vieux. Et je conclus là-dessus, un gouvernement qui a mis la jeunesse au centre de ses préoccupations et dont la première décision consiste à ramener l'âge de la retraite, certes pour une catégorie très limitée de gens de 62 à 60 ans, fait exactement le choix de transférer plus d'efforts encore des jeunes vers les vieux. Et la principale capacité de reconstruction d'action publique, c'est d'inverser cette tendance. C'est ce que font, pour des raisons idéologiques et dans des cadres politiques extrêmement diversifiés, l'intégralité de nos voisins. Sur le cumul des mandats, Agnès, vous vouliez répondre, et sur l'endogamie entre fonction publique et classe politique. Effectivement, c'est un gros souci en fait, de la gouvernance de nos finances publiques, que soient surreprésentés les personnels issus de la fonction publique. Ce n'est pas du tout pour les stigmatiser. En réalité, le problème, c'est que le statut de la fonction publique est pensé, notamment sur le statut de la fonction publique d'État, pour quasiment permettre une meilleure, un passage très facile entre le statut public et l'élection. Et ça, c'est un souci. Et j'ai des fonctionnaires territoriaux qui m'écrivent et qui me disent « Comment se fait-il que moi, je n'ai pas le droit de me faire élire dans mon territoire, alors que un conseiller d'État ou un membre de la Cour des comptes, un magistrat de la Cour des comptes, ou alors n'importe quel fonctionnaire d'État peut se faire élire député. Ça c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'au niveau de la fonction publique territoriale, vous n'avez pas les mêmes droits qu'au niveau de la fonction publique d'État. Donc la proposition qui serait claire, ce serait de démissionner de son statut public quand on choisit de rentrer en politique. Mais je dirais même plus, quand on rentre dans un cabinet ministériel, on rentre en politique aussi. Est-ce qu'il ne serait pas logique aussi, parce que là, on a une surreprésentation aussi, nous avons fait toutes les statistiques à la Fondation IFRAP, on est autour de entre 55 et 70% des personnels des cabinets ministériels qui sont issus de la structure publique. Et là, pour penser différemment l'action publique. Et c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, puisque nous sommes des think tanks indépendants qui réfléchissons sur l'action publique. Donc nous avons vocation aussi à faire entendre un peu la voix de la société civile. Est-ce qu'on ne devrait pas faire entrer une mixité au niveau des cabinets et au niveau, évidemment, des élus? Mais ensuite, c'est la question de l'ouverture des données publiques que Jean-Philippe Thiellet a évoquée et qui est très importante. C'est-à-dire, quelle que soit l'origine de l'élu, qu'il soit du public ou du privé, il faut qu'il mette en ligne ces statistiques budgétaires. Il faut qu'ils permettent, et ça ne vaut pas que pour les élus, ça vaut aussi pour tous les organismes sociaux, parce qu'on a les plus grandes peines du monde à obtenir des chiffres, des rapports détaillés. Tous ceux qui sont financés par l'argent public et tous ceux qui dépensent de l'argent public
doivent rendre des comptes et Agnès, donner l'idée de terminez prix votre que l'on phrase paye. Voilà. et on va passer à une autre question. Parce que... Non, attendez, on va passer à une autre question et puis vous allez vous exprimer et répondre aux questions. On va prendre au moins 2 questions, monsieur. Ah oui, si vous voulez. Oui, bien sûr. Ok, pas de problème. Ok. Alors, on va dire 3 questions. Très bien. Oui. Bon. Très bien. Donc, je veux juste rajouter une chose, c'est que dans un pays comme l'Angleterre, où le Parlement a pour vocation de contrôler la dépense publique, aucune personne ne peut se présenter aux élections législatives s'il n'a pas préalablement démissionné de la fonction publique. Mais non, mais c'est pas une même fonction publique, on peut pas raconter. Est-ce qu'on peut écouter la salle et répondre aux questions, s'il vous plaît, de la salle? Oui, absolument. On peut applaudir Dominique Régnier, par contre. Bien sûr. Bravo. On peut prendre plusieurs questions. En écoutant tout ça, je me dis que ce qu'on devrait développer, c'est l'esprit de service. Et que quand un citoyen va à un guichet, il se trouve devant un responsable, que le responsable ne se cache pas dans son bureau, mais qu'on ait des généralistes qui puissent dire, monsieur, par rapport à votre problème, je vais convoquer tel ou tel spécialiste. Trop souvent, on se trouve devant des guichetiers qui sont incapables de prendre des décisions ou qui renvoient vers 2 ou 3 autres guichets, et c'est l'horreur. Je crois que la population, puisqu'on parle de service public, devrait être servie et non pas traitée d'autorité à vassale. C'est un problème juridique. Une autre question. On va prendre 2-3 questions d'affilée. Donc, il y a 2 questions là-bas, tout au bout, juste au-dessus, regardez. Oui, bonjour. Pour revenir au thème de votre table ronde, pour quel modèle social? Vous avez bien distingué les dépenses redistributives et les dépenses de fonctionnement. On est tous d'accord qu'il va faire des économies sur les 2 sujets. Sur l'aspect redistributif, ma question est la suivante. Quels sont, parmi les grands risques, ceux qu'il va falloir traiter en priorité quand on voit, par exemple, dans le précédent quinquennat, quand on a voulu aborder le thème du risque de la dépendance, on a vu qu'il serait très difficile de le financer. Et on est encore à la case départ sur ce thème majeur. Donc pour revenir au thème central de votre table ronde, quelle est votre réflexion sur les priorités qu'il va falloir faire entre les différents risques médicaux, familiaux, retraite, dépendance? On ne pourra pas tout payer dans l'avenir. Quelle est votre réflexion sur ce sujet? Encore une question et puis on passe aux réponses. Il y avait une question à côté, voilà, derrière le monsieur. Oui, bonjour. Ma question porte sur le problème démographique parce que vous comparez souvent l'Allemagne et la France. Et est-ce que dans vos analyses, vous projetez effectivement cette question du vieillissement de la population allemande et du rajeunissement plutôt chez nous, donc avec un taux de natalité plus important, un taux de fécondité plus important? Les femmes françaises font des enfants, deuxième au niveau européen. Et puis ma autre question par rapport aux retraites, parce que la question qui se pose aussi, c'est ce que vous aviez évoqué, le taux d'emploi est de 38%, je crois, pour les seniors en France. Et on demande à réformer les retraites, mais quand un senior à 50 ans est mis à la porte de son entreprise, comment fait-il pour avoir son taux plein? Bon, c'est 2 questions. Alors, si possible, Gérard Ducillol et Jean-Philippe Thiellet sont prioritaires pour répondre. Et ensuite, Alain Obadia aussi. Vous avez Je veux répondre à la première question sur le problème de service public. Il y a un problème sémantique. Le mot service public vient du fait qu'au départ, on conçoit que c'est un service assumé par la puissance publique, mais vous, monsieur, ce que vous dites, c'est que le service doit devenir un service au public. Donc il y a probablement aussi un petit effort à faire sur ce plan-là. Pour répondre à la question sur les comparaisons franco-allemandes, je vais juste donner une idée en matière de logement. Nous allouons, nous Français, 6 fois plus d'argent par habitant en matière de logement en France que les Allemands. Et pourtant, entre 1990 et 2010, donc sur 20 ans, par rapport à la croissance démographique, c'est-à-dire par rapport à la croissance du nombre de ménages, les Allemands ont construit 1,6 fois plus de logements que la croissance du nombre de ménages, c'est-à-dire 60% de plus. Nous, Français, nous en avons construit seulement 0,9 fois.
Et donc aujourd'hui, malgré une évolution démographique en l'espèce plus favorable, si j'ose dire, les Allemands ont fait des efforts considérablement plus importants que les nôtres. Et c'est pour ça aussi que les Allemands ont pris conscience de leurs problèmes budgétaires bien avant nous, probablement, parce qu'ils auront à faire face à des croissances de besoins de prestations sociales beaucoup plus importantes que les nôtres. Trois séries d'éléments. Le premier, j'y reviens quand même en une phrase sur le statut, les élus. Je crois vraiment que la réponse réside moins dans le statut de la fonction publique que dans le statut de l'élu. Parce que si c'est plus difficile pour un salarié d'une entreprise que pour un prof d'essayer de se faire élire au conseil municipal ou au conseil régional, eh ben, c'est le statut de l'élu qu'il faut changer et pas couper ce qui existe. Parce que malgré tout, si on veut des élus compétents, si on veut, il faut aussi des élus qui soient formés et qui soient capables d'exercer les missions que je qualifiais tout à l'heure. Et c'est la même chose pour les cabinets ministériels. Je crois qu'il faut faire attention à trop de démagogie dans ces sujets. La réflexion sur les services publics, oui, bien sûr, il faut améliorer la qualité de l'accueil. Mais quand je vous écoutais, je me disais, au fond, est-ce que je suis mieux écouté par mon opérateur téléphonique quand je l'appelle ou par l'administration fiscale quand je constate qu'il y a un truc qui ne va pas? Je vous laisse juger, mais cela dit, il faut toujours faire mieux, ça c'est clair. Troisième élément, et je serai bref, au fond, dans les questions qui venaient de la partie droite de la salle, sans connotation politique, il y avait la nécessité de penser au-delà des échéances électorales qui suivent. Et là, c'est vrai qu'on a un problème dans nos classes politiques, et c'est aussi pour ça que les think tanks jouent leur rôle, d'où nous parlons, c'est d'essayer de penser un tout petit peu plus haut et de lever le nez du guidon, comme je le disais tout à l'heure. Simplement, il faut trouver une bonne articulation entre les experts, l'expertise que nous représentons avec nos différentes méthodes, sensibilités, et la démocratie représentative. Et c'est pour ça que je disais qu'une des solutions, c'est aussi de consulter davantage les gens, de leur donner davantage la parole, et on a les outils pour ça. Parce que quand vous parliez de la dépendance, quand je parlais tout à l'heure des investissements sur l'avenir, et je trouve que Nicolas Sarkozy, dans la campagne de 2007, avait, on l'aime ou on l'aime pas, ce qu'il a fait après, mais il avait réussi à parler de compétitivité, il avait réussi à parler d'un peu de moyen terme. François Hollande, dans sa campagne de 2012, a parlé de jeunesse. Le problème, c'est ce qui a suivi. Je parle plutôt du passé, parce que là, en 6 mois, c'est difficile de juger. Mais le rôle de nos politiques, c'est de créer de la perspective. Le thème de la campagne était bon. Il faut que les enfants, que les parents d'enfants aient la conviction que la génération d'après va vivre mieux. Après, c'est ce qui vient. Bon. Et donc, je trouve que là, on est englué dans nos débats sur la crise, sur comment on coupe, etc. Ce qu'il faut, c'est retrouver de la perspective. Qu'est-ce qui va faire que la France ne sera pas Disneyland pour les touristes chinois dans 30 ans ? Et c'est ça le sujet. Et donc il faut parler des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille, sur les nouvelles technologies, sur la santé, sur la manière, évidemment, autour de la compétitivité. Mais la compétitivité, pourquoi faire? Pas la compétitivité en soi. Parce que sinon, on arrivera toujours à trouver des moins-disants et à trouver des raisons de couper. Alain Obadia. Oui, voilà. Moi, d'abord... je veux répondre à la question quelles sont les priorités sur lesquelles on devrait mettre l'accent. Bon, premier point, je pense que l'idée de rendre la dépense publique plus efficace est une idée sur laquelle nous sommes tous d'accord. Le vrai débat me semble être celui de comment nous sommes capables d'avoir un débat pluraliste pour avancer et un débat qui ne soit pas bloqué sur un dogme qui est à tout prix, il faut baisser la dépense publique, etc. Il faut regarder chacune des dépenses par rapport aux services rendus en fonction de quel besoin est celui auquel on répond, comment on prépare l'avenir, comment on favorise l'investissement du pays en biens et en priorités utiles. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, il faut quand même qu'on parte du réel. Moi, j'entends tout ça, d'accord. Sauf que ce que je constate, c'est que les politiques menées aujourd'hui dans toute l'Europe, qui sont des politiques d'austérité, de contraction des dépenses publiques, elles enfoncent les différents pays dans la crise. Est-ce que, oui ou non, on prend cet élément en compte, ou est-ce qu'on considère qu'on doit continuer à développer des idées qui se heurtent à la réalité ? Troisièmement, j'entends à côté de moi parler de l'Allemagne. Alors, excusez-moi, je veux dire quelque chose sur l'Allemagne. Je suis frappé par une chose. On dit toujours, on présente l'Allemagne presque comme un modèle.
Mais attention, il y a une face cachée du modèle allemand. Les Allemands ne sont pas unanimes pour dire que tout va bien chez eux. Quand je discute avec des syndicalistes du DGB, ils mettent l'accent sur des choses fortes, c'est-à-dire qu'en Allemagne, on connaît un système totalement dualisé, avec une précarisation drastique, notamment de toute la partie de la population salariée qui n'est pas dans l'industrie. Les Allemands ont fait un choix exactement inverse du nôtre. Tous les services avec les mini-jobs, etc., on est dans la précarisation la plus forte. Ce modèle-là, c'est le coût caché dont on ne parle jamais des mesures Schröder dont on dit qu'elles ont été formidables pour l'Allemagne. Alors là, il y a un débat. Est-ce qu'on veut cette précarisation massive ou pas? Et en même temps, est-ce qu'on met l'accent ou non sur le fait que la France a fait un choix, et je suis un peu étonné qu'on ne mette pas plus le débat là-dessus. Est-ce que notre problème fondamental, c'est uniquement la dépense publique, ou est-ce que c'est aussi, depuis 30 ans, l'acceptation du déclin de notre appareil productif? Pendant 25 ans, j'ai fait partie des gens dont on disait « vous êtes des ringards » parce qu'on parlait d'industrie. Aujourd'hui, je suis content que tout le monde parle d'industrie, sauf que je constate qu'avec Arcelor, avec d'autres cas, on continue à laisser partir notre industrie ailleurs. Enfin, le dernier point, et là je reviens vraiment sur la question, je pense que la méthode qui consisterait à compter sur des think tanks ou des technocrates pour sortir de leur chapeau les bonnes priorités est une méthode qui, à mon sens, n'a pas d'avenir. Parce que les priorités, elles doivent vraiment faire l'objet du débat citoyen. Il y a la démocratie représentative avec le Parlement, mais il faut aussi développer des formes de démocratie participative. Je prends un exemple. On nous dit qu'il y a trop de classes en France par rapport à l'Allemagne. Je suis désolé, on peut le dire d'en haut. Sauf que moi, je constate dans les différentes communes que les événements sur lesquels il y a le plus de mobilisation des gens, eh bien, c'est de se mobiliser pour le maintien des classes ou pour l'ouverture des classes. Alors, je veux bien que nous, on soit des gens géniaux et qu'on sache tout à la place des autres. Je pense que le plus important, c'est quand même de se dire qu'il faut confronter les réflexions aux réalités et à la volonté des gens. Donc oui, je plaide pour la démocratie participative beaucoup plus développée. Alors Alain Obadia, vous relancez le débat là, à la table des intervenants. Donc, Jean-Philippe Thiellet, rapidement. Juste pour rebondir, c'est tout à fait juste, mais il faut pouvoir donner des contreparties. Si on consulte les parents en leur disant « voilà, la classe va fermer », mais en faisant un système de ramassage scolaire qui permet de mettre dans un établissement qui ne soit pas un monstre, parce que si c'est un monstre à 4000 élèves, ça réduit aussi pas mal de choses. Bon, les gens peuvent comprendre et il faut leur donner la parole. C'est la même chose que pour les maternités. Est-ce que vous préférez aller faire naître votre bébé à 10 minutes de voiture avec des risques parce qu'il n'y a pas de bloc opératoire, ou de le faire un peu plus longtemps mais avec une sécurité? C'est ces sujets-là qui permettent de sortir des postures. Alors, on a juste 2 minutes avant de conclure littéralement notre atelier. Pour répondre à la question qui a été posée sur la dépendance, parce qu'elle souligne, elle illustre de manière assez aiguë un point que je formulais tout à l'heure, c'est-à-dire la focalisation sur l'orientation de la dépense publique sur les générations qui ont le plus de poids dans le processus de décision politique. Il y a quelque chose qui, de mon point de vue, est encore plus prégnant que le problème du cumul des mandats, c'est la surreprésentation et le surpoids dans la décision publique des générations les plus âgées. Parce que si le débat est envahi par la question de la dépendance, on oublie beaucoup que la réalité des problèmes des politiques publiques les plus dégradées, c'est l'inégalité entre les vieilles générations et les plus jeunes, l'accès au travail, qui est un problème de qualité du système de formation. Il y a une tolérance généralisée sur l'inefficacité massive de la formation professionnelle gérée par les partenaires sociaux telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, dans une indifférence absolument totale, alors que ça concerne plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, parce que tout simplement, quand on a dépassé 45-50 ans, la formation professionnelle des jeunes, ça n'est pas central. Une tolérance sur le nombre de chômage, une tolérance sur la situation absolument incroyablement précaire et injuste de l'accès au logement entre les jeunes et les vieux qui participent au processus de décision politique ayant réglé tous depuis longtemps leurs problèmes de logement et donc ne mettant pas comme priorité la transformation massive du foncier et l'effondrement de leur rente immobilière par un accroissement de la construction. L'accès au transport,
on mobilise des ressources considérables pour gagner 1 heure de TGV entre Tours et Bordeaux, alors que pour le même montant, on pourrait supprimer les retards pour les gens qui travaillent qui vont au travail en RER dans l'Île-de-France. Stéphane Bougelin, il reste 2 minutes. Et enfin, je finis là-dessus parce qu'on a évoqué la production. On nous a inventé le principe de précaution et le culte de non au nucléaire et du non au gaz de schiste, ce qui est très bien quand on est pré-retraité ou retraité, mais et quand on a profité du nucléaire toute sa vie. Et puis quand on arrive sur le marché de l'emploi, on a un vrai problème qui est de comment j'entre dans une entreprise compétitive, dans une société qui a délibérément renoncé à la croissance et à l'accès aux matières premières et qui fait le choix collectivement de s'occuper de la dépendance et d'une certaine forme de retour à une mode de production amiche. La minute d'Agnès Molinier. La minute. On n'applaudit pas parce que c'était un effet rhétorique. Hein. Non. Donc là, je vais rejoindre Stéphane Bougelin. C'est clair qu'il ne faut pas qu'on se laisse embarquer dans des dépenses de dépendance, de retraite, etc., qui vont absorber toutes nos finances publiques, tout notre effort collectif, complètement à contrario de tous les discours. C'est-à-dire le discours, il est en permanence sur la jeunesse, sur avoir un avenir en France, sur mieux vivre demain en France, pouvoir rester en France, c'est aussi un sujet en soi. Et là, finalement, on est tout le temps en train de se dire comment on va faire pour dépenser plus sur les retraites, sur la dépendance, sur des nouveaux besoins. Des nouveaux besoins, il y en aura à l'infini. Donc la question pour la jeunesse, c'est comment faire pour qu'elle puisse entreprendre en France, créer des entreprises en France, créer des emplois marchands en France. Et quand on pense que finalement on est toujours dans une surenchère de créer des nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de remonter les taux, d'absorber toujours plus de l'appareil productif pour la dépense publique, et plutôt que d'imaginer de permettre par une fiscalité innovante, par une fiscalité qui draine vers la jeunesse, justement vers des nouveaux projets, vers les emplois de demain, eh bien là, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas du tout franchi, ne serait-ce que quelques pas du chemin qui nous mène vers ce but de changer l'avenir de la jeunesse. Donc changer l'avenir de la jeunesse, ça veut dire baisser le taux de prélèvement obligatoire sur les entreprises et ça veut dire aiguiller l'argent des plus anciens vers les projets des plus jeunes, vers les start-up, vers l'emploi de demain. Voilà, ce sera le mot de la fin et ce sera la voie d'avenir de cet atelier. Ça rapportera pas grand-chose. Lisez l'étude KPMG de 2000.